Et voilà pour ce film de Valérie Denel, la banque qui veut prêter plus sur la nef, cette nouvelle économie fraternelle, une banque ou plutôt une coopérative de finances solidaires créée en 88 et qui veut prêter autrement, avec solidarité, avec fraternité, avec éthique, loin des excès de la finance dénoncés par François Hollande et pour promouvoir une nouvelle économie plus responsable. Alors, est-ce que ce beau rêve peut exister autrement qu'à l'échelon artisanal? Est-ce qu'il peut se développer loin des excès de la finance mondiale? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec autour de ce plateau Éric Bocquet. Vous êtes sénateur communiste du Nord et spécialisé de la finance. Membre de la commission des finances et je m'intéresse de plus en plus au sujet. D'accord. Olivier Pastré, vous êtes économiste, on vous connaît bien. Jean-Marc de Bonny, on vous a vu dans le sujet, vous êtes le président du directoire de la nef. Merci d'être avec nous. Serge Maître, qui est donc le président de l'Association française des usagers des banques, va nous rejoindre dans un instant. Mais on va commencer avec vous, Valérie Denel, sur ce sujet assez étonnant, parce que la nef, vous la connaissiez, cette nef, avant de commencer à la visiter? Non, très peu. J'en avais entendu parler par une monteuse avec qui je travaillais et qui me disait « Je ne comprends pas que tu puisses laisser ton argent. » Dans une banque normale? Voilà. J'écoutais vaguement. Et puis je suis partie en repérage au départ sur un sujet un peu plus vaste à la recherche d'entreprises ou de structures qu'on qualifie d'utopiques, c'est-à-dire sur lesquelles on pose un regard vaguement amusé en disant c'est très rigolo ce qu'ils font mais ça marche pas en fait. C'est sympa, non ? Et puis je me suis aperçue au fil de ces repérages qu'en fait ça marchait très bien, ces trucs dont on rigolait comme ça, un peu condescendant. Bon, et vous êtes tombée amoureuse de la nef? Ouais. Un petit peu. Non, beaucoup. Ça s'entend dans le sujet. C'est vrai. J'ai eu cette crainte en arrivant, les premiers temps en repérage, parce que je passe toujours très longtemps en observation, sans caméra avec les gens. Je suis quand même rentrée, j'ai dit à mon producteur, il y a quand même un petit écueil, c'est qu'ils sont tellement super et il y a tellement rien. Vous allez faire un sujet bisounours. Que je vais faire un truc complètement bisounours. Bon. Je l'ai fait. C'est fait. C'est fait. Et au moins, ça a le mérite de faire découvrir. Non, mais ils sont très bisounours, regardez. Oh non. Hein? Non. Au fond du fond, ils ne le sont pas. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris chez eux? Parce que vraiment, le truc, il vous a scotché quand même en arrivant. Alors, ce qui m'a scotché, c'est que moi, je suis arrivée, j'étais réellement inculte en économie, avec une grande envie de comprendre, hein, c'est-à-dire une grande révolte, un grand truc, mais enfin, cette crise, ils vous ont fait de la formation professionnelle. Rien, etc. Ouais, ils m'ont fait une formation, mais une formation tellement généreuse, pédagogique, mais au bon sens du terme, que j'ai tout compris. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon test, ils savent au moins bien expliquer les choses. C'est agréable de comprendre. Bon. Sur les projets qu'ils peuvent financer, est-ce que vous êtes dit, quand même, là, ils y vont fort? Est-ce que c'est que du miel et des abeilles, ce qu'ils financent, ou il y a quand même des choses plus consistantes que ça? Alors, il y a des choses plus consistantes que ça, et il y en a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus, parce qu'ils vont disposer, mais Jean-Marc le racontera bien mieux que moi, ils vont disposer de capacités de financement de plus en plus importantes, et donc pouvoir s'adresser à des entreprises plus importantes. Alors, ok, il y a du miel et des abeilles, mais il y a aussi ce chef d'entreprise qu'on voit au début, et qui a maintenant une usine... Qui ferait envie à beaucoup de chefs d'entreprise. Hein. Donc, vous n'avez pas trouvé un petit point négatif, à part les locaux qui n'étaient pas terribles en arrière, mais qui sont améliorés depuis? À part ça, le look peut-être, je ne sais pas. Parce que écoutez, moi, en voyant ça, je me dis, on est en plein dans cette espèce de monde alternatif. On se dit qu'ils doivent manger bio, ils doivent faire partie des APAP ou je ne sais pas quoi. Là. Des AMAP. AMAP, il y en a d'ailleurs qui fait partie. Ils doivent se chauffer au bois, avoir des toilettes sèches, circuler à vélo. Enfin, c'est une caricature de ce monde alternatif, c'est ça? Alors, moi, ils font moi, tous moi comme je ça. ne mange pas bio. J'avais très peur au début en arrivant qu'on me dise oh là là, celle-là elle est dégueulasse, elle fume, elle ne mange pas bio. C'est pas vrai, c'est pas que ça. Ça va bien au-delà de ça, et l'image de ce banquier à vélo, pour moi, elle est plus importante que ça, parce que ce qu'elle raconte, à mon sens, c'est qu'il y a l'espèce d'autoroute du capitalisme qui nous mène dans le mur direct. Et puis il y a une petite vicinale ou une petite départementale. Et puis il y a peut-être des petits chemins de traverse avec un autre temps, un autre regard, une autre manière de remettre l'argent à sa place, à sa vraie place, c'est-à-dire de moyens et pas de but. Voilà. Il y avait Jean-Yann qui disait « je hais les départementales ». Vous, Jean-Marc de Bonny, vous avez été dans la finance avant d'être dans cette espèce de nef. Oui, effectivement. J'ai passé 25 ans de ma vie, presque, à faire de la banque, on va dire de façon traditionnelle. Hein. J'ai exercé différentes responsabilités dans les grands groupes bancaires. Donc c'est un métier que je connais bien. Et alors Valérie dit qu'on a des qualités de pédagogue, mais on est aidé aussi parce qu'on fait un métier qui n'est pas compliqué. Hein. On le rend compliqué. Banquier, c'est pas si compliqué que ça. Banquier, c'est pas si compliqué. Jamais rien.
Banquier, c'est pas compliqué. Vous avez deux intérêts antagonistes qui sont d'un côté l'épargnant qui souhaite déposer de l'argent et le récupérer quand il le veut, et puis si possible avoir un petit intérêt. Et puis de l'autre côté, un entrepreneur qui va prendre des risques, qui a besoin de cet argent et qui peut ne pas le rendre. Voilà. Donc la banque, elle est là pour faire le lien entre ces deux intérêts qui a priori sont pas faits pour se rencontrer. Donc c'est pas si compliqué que ça. Et le côté un petit peu secte de la chose, il y en a ou il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Du tout. Non. Bon. Je comprends même pas le... Non, je suis toujours dans mon idée de ce groupe de gens qui ont les valeurs communes, etc. Je dis, est-ce que ça fait limite sectaire à l'arrivée ou pas du tout? Pas du tout. C'est une plaisanterie de ma part. Hein. Non, je pense qu'à l'origine, effectivement, les fondateurs de la Nef étaient des gens qui cherchaient à financer des entreprises en bio il y a 25 ans, quand ça faisait rigoler tout le monde. Effectivement, ils allaient voir une banque qui leur disait, c'est très marrant votre truc, mais alors nous, on va pas vous... Donc ils se sont mis ensemble et c'est ça, Jean-Marc, je dis pas de bêtises, une espèce de financement entre amis. Nécessité faisant loi, il a bien fallu autofinancer ce qui ne pouvait pas faire financer par des banques dites sérieuses. C'était pas ça au départ. Et puis la chose a tellement bien marché qu'on a pu l'élargir. Et il n'y a absolument rien de sectaire à la Nef aujourd'hui, mais voilà. D'accord, mais est-ce que vous avez pris votre compte ou ouvert un compte? Alors je vais vous expliquer. Moi, je n'ai pas beaucoup de sous. Oui. Ben oui. Donc, bienvenue à la Nef alors. Mais non, c'est pas. La Nef ne peut pas encore gérer de compte courant. C'est ça la grande question. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'occuper de crédit et d'épargne, mais pas de gestion de compte courant. Le jour où ils auront des comptes courants, j'irai en courant chez eux. Pour le moment, j'ai pas 3 ronds d'épargne à aller mettre sur un livret Nef. Voilà. J'en rêve. Hein. Alors, on va regarder un premier extrait de votre documentaire. C'est le témoignage de Virginie, qui elle aussi nous raconte sa vie d'avant la Nef. J'aimais bien le contact avec la clientèle. J'aimais bien les aspects techniques. J'aimais bien monter des dossiers de crédit, ce genre de choses. Mais à la fin, on me demandait de vendre des téléphones portables. On me demandait de vendre des systèmes pas de vidéosurveillance, de surveillance à distance des domiciles, parce qu'on vendait aussi de l'assurance habitation. On me demandait de vendre même des voitures en leasing, tu vois. Enfin, ce genre de choses. Et c'était de plus en plus éloigné du métier de banquier. Et quand j'avais des clients qui venaient pour demander un découvert, on me disait, propose-lui une prévoyance. Mais bon, il veut un découvert. Oui, mais propose-lui quand même une prévoyance. Donc c'était des choses avec lesquelles j'étais pas bien. Ça me heurtait trop profondément. Voilà, et pendant cet extrait, Serge Lemaitre, le porte-parole de l'Association française des usagers des banques, nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Un mot quand même, on voit ses motivations à elle, les vôtres. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que vous avez trouvé à la Nef que vous ne trouviez pas dans le système bancaire classique? Écoutez, je l'ai trouvé pendant un certain nombre d'années, ce que vous appelez le système bancaire classique. C'est en fait la crise des subprimes qui, pour moi, a été une déflagration. C'était une honte pour moi. Hein, ce comportement des banques, la façon dont cette crise s'est déroulée. Pour moi, ça a été stop. Je ne souhaite plus cautionner ce système-là. Les banques sont là pour financer l'économie dite réelle, en clair, des entreprises dans leur territoire. Elles ne sont pas là pour capter de l'épargne d'épargnants et pour utiliser cette épargne à spéculer sur les marchés. Vous aviez une vocation, vous avez eu l'impression d'être trahi par cette histoire de subprime ou de participer d'un système qui avait complètement perdu la tête, c'est ça? Oui, quelque part, oui, même si ça faisait déjà quelques années qu'on voyait que les choses dérivaient. C'est pas arrivé d'un seul coup comme ça, mais effectivement, c'était pour moi une espèce de trahison de ce métier que quelque part j'avais à cœur. Et donc, j'ai décidé de regarder un petit peu ailleurs comment ça se passait. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré la Nef. Bon, et là, vous vous sentez mieux dans vos pompes, si je puis dire? Sans commune mesure, sans comparaison, oui. Vous gagnez beaucoup moins, là, maintenant où vous êtes à la Nef que... Alors, effectivement, si on parle de rémunération, ma rémunération de président du directoire n'a strictement rien à voir avec la rémunération d'un dirigeant de banque. Alors d'abord, nous sommes une entreprise solidaire, déjà. Donc, c'est-à-dire quoi, les échelles de salaire sont plus petits et plus grands. Plus petits et plus grands, à moins de 5 d'écart entre le plus petit salaire et le plus grand salaire. Donc oui, effectivement, de ce côté-là, on peut dire que ma rémunération, perdu combien? Par rapport à ce que j'aurais pu avoir, j'ai perdu 25%.
Peut-être, oui, mais c'est pas. Je vis très bien. J'ai un salaire qui me convient tout à fait et qui subvient à mes besoins. Donc, pour moi, c'est pas. Je sais pas, vous êtes marié, tout ça, mais dans la famille, je suis marié. On l'a pas dit, mais il fallait changer la bagnole. bagnole, on va pas la changer tout de suite. Il n'y a pas eu de ça comme ça. Écoutez, je suis. Crédit à la nef. Crédit à la nef, voilà. Bon, alors, un commentaire sur déjà sur le reportage, parce que... Il est évident que la nef est une initiative qui est mise en lumière, tout particulièrement à cause de l'impuissance des banques actuelles. Qu'est-ce qui s'est révélé? C'est que les banques, par exemple françaises, bien plus que les banques allemandes, par exemple, ont financé sur les marchés, disons, spéculatifs. Or, des chiffres sont simples, c'est la BCE qui les diffuse. Les banquiers français dans les top 10 de la banque, disons, des investissements souverains, c'est-à-dire sur le marché financier de la dette souveraine, 215 milliards. Les banques françaises, les banques allemandes, 75 milliards. Cherchez la différence. Donc, les banques françaises ne financent pas l'économie réelle. Et vous venez d'en parler. Vous êtes peut-être, disons, un schéma qui permettrait d'adapter plus facilement les besoins d'économie réelle aux épargnants et à leurs moyens. Il est évident qu'il y a une certaine évolution. Deuxièmement, et un retour à ce qui doit être le métier central du banquier. Monsieur Bocquet. Moi, ce documentaire, d'abord, m'a paru extrêmement intéressant et surtout, c'est un coup de projecteur sur une autre logique de la finance. Et depuis des décennies, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre choix possible, il faut résorber la dette, il n'y a pas d'alternative. Voilà ce qu'on entend depuis 30 ans. Et là, on a un coup de projecteur sur une autre façon de voir la finance, effectivement, la finance utile à l'humain. Voilà, c'est pas du bisounours que de dire ça. L'argent doit servir aux besoins humains. On nous a enfermés dans cette logique selon laquelle, encore une fois, il n'y aurait pas d'autre façon de gérer la finance que celle qui nous est imposée aujourd'hui. Voilà, donc l'attrait de ce documentaire, c'est de montrer qu'un autre choix est possible. Et pour vous, ça peut éventuellement être un exemple à suivre ou à élargir. Votre impression, monsieur Pastré? Je voudrais savoir de quoi on parle. Le reportage est très bien fait. La nef, c'est extrêmement sympa. Je connaissais ça avant le reportage. Et ce n'est que l'éclairage d'une façon d'avoir des relations commerciales nouvelles et positives. Le problème, c'est qu'il faudrait 1000 nefs en France pour arriver à assurer le financement de l'économie. Et il n'y en a pas 1000. Il y a le seul exemple de banque alternative qui ait un rôle significatif, c'est au Bangladesh, Mohamed Younous, la Grameen Bank, le microcrédit, tout ce qu'on connaît. Là, ça a un vrai poids. Mais ces expériences, il faudrait, je ne sais plus qui disait ça, 1000 fleurs pour arriver à ce que ça ait un rôle au niveau strictement local. Le microcrédit, ça a bien débuté à un moment donné. Est-ce que là, ça ne peut pas être le début de quelque chose aussi? Le microcrédit, il y a beaucoup plus d'articles et de reportages sur le microcrédit que de microcrédit fait en France. Ça, c'est une statistique absolument imparable. Après, moi, ce qui me semble, c'est qu'il n'y a pas une gentille banque et une méchante banque. Ce qu'il faut, c'est faire revenir les banques, quelles qu'elles soient, à des pratiques qui sont plus proches de leur clientèle. Et il y a quelque chose qui s'appelle le mutualisme. En France, on a 3 grands groupes bancaires mutualistes qui ont un peu perdu leur âme, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Crédit Agricole est allé acheter Emporiki en Grèce, qui était quand même pas la meilleure idée du siècle. Il faut que le pouvoir politique de ces instances mutualistes réapprenne... C'est quoi, ces crédits mutuels? C'est quoi les Crédit mutuel, BPCE, qui est la fusion des banques populaires et des caisses d'épargne, et Crédit Agricole. Bon, qui sont des banques mutualistes, mais qui sont un peu noyées dans la finance et dans ces règles du jeu assez hallucinantes. Il y a tous les moyens. Sont celles du marché. Encore une fois, c'est pas alternatif. Vous étiez, je crois, aux caisses d'épargne, non? Ou dans quel réseau? Oui, c'est ça. oui. Il y a des caisses d'épargne qui continuent à fonctionner de manière plus proche de leur clientèle, ce qui n'empêche pas le groupe Caisse d'épargne d'avoir spéculé sur les marchés. Donc je veux dire, il ne faut pas opposer la bonne banque et la méchante banque. Il faut reprendre les bonnes pratiques bancaires que vous mettez en œuvre et essayer de les voir mises en œuvre par les autres réseaux. Puis cette expérience, comme vous le dites, Olivier Pastré, disons, l'expérience ne répond pas totalement à un problème qui est fondamental. C'est que les banquiers rêvent tous d'un client riche et bien portant. Il faut rappeler que la moitié de la France gagne moins de 1 500 € de la population. Le salaire médian est à 1 650. Ceux-là, quand on leur parle d'épargner, même solidaire, ils aimeraient bien déjà bénéficier de la solidarité. Donc voilà tout un pan de la France qui ne trouvera pas dans le système bancaire, qu'il soit alternatif ou encore dans le système bancaire classique, qui rêve d'un client qui fasse de l'épargne, de l'assurance vie, qui prenne des assurances aussi décès, tout ce qu'il faut autour de la multirisque habitation. Voilà une population qui, elle, ne trouve pas dans le système bancaire tel qu'il existe, ne serait-ce quelques expériences comme le Crédit social des fonctionnaires, qui en est une autre aussi, qui est quand même une association qui développe depuis 1950 toute une réalité. Eh bien voilà toute une population qui ne trouve pas
accès véritablement Alors, cohérentement. Vous parlez d'un client qui rapporte Mais dans voilà, le système c'est- bancaire. Chez vous, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le souci. Il faut que ça rapporte. Et vous avez combien de clients? Comment ça marche? Si je veux être client chez vous, je peux. Ah oui, tout à fait. Tout le monde peut être sociétaire, client de la nef. Nous avons aujourd'hui à peu près 35 000 sociétaires. Vous prenez une part, vous prenez 3 parts de la coopérative, puisque nous sommes une coopérative, pour 90 €. Donc c'est à la portée de quasiment achète tout le 3 monde. parts. On achète 3 parts, on devient sociétaire. Ensuite, vous évoquez le problème de l'accès aux services bancaires et l'accès au crédit. Alors, pour le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, n'est malheureusement pas l'accès aux services bancaires, puisqu'on nous dit que pour l'instant, nous ne pouvons pas y aller, alors que nous sommes régulés par BAL 2, demain par BAL 3, exactement comme toutes les banques. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça veut dire, en clair, pour les gens qui n'auront pas de compte en banque, de compte courant, Aujourd'hui, il n'y a nous pas de ne compte pouvons chèque, pas. il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de tout ça. Effectivement, Chez vous. chez nous, il n'y a pas de ça Bon, pour pas les l'instant. moyens de paiement. Il n'y a pas les Pas moyens de les moyens de paiement. paiement. Pour faire clair, effectivement, il n'y a pas les moyens de paiement. Le crédit coopératif, souvent, parce qu'on Alors, on a un partenariat effectivement avec le Crédit Coopératif qui il y a une permet, passerelle. il y a une passerelle qui permet à nos sociétaires d'avoir un compte nef et un livret nef qui est tenu par le Crédit Coopératif. Donc on adresse nos sociétaires au Crédit Coopératif qui ensuite effectivement fait son travail autour de ce qu'ils ont à faire. Sinon, les gens qui viennent chez vous, c'est quoi? C'est des gens qui ont un compte ailleurs, avec effectivement tous ces Oui. moyens de paiement, etc., qui viennent chez vous par solidarité, La pour ouvrir plupart un du compte, temps- mettre un peu d'argent que vous faites fructifier, La que vous plupart, du temps, rémunérez. la plupart du temps, sont des gens effectivement qui ont un compte ailleurs et qui viennent chez nous pour faire de l'épargne à plus de 2 ans, puisque c'est la contrainte que nous avons, dans un but, c'est effectivement d'exercer leur responsabilité sur leur argent. Ils veulent savoir à quoi sert leur argent, ils veulent en avoir la maîtrise et ils veulent qu'on leur rende des comptes. Ce que nous faisons. Sur les projets que vous financez. Sur les projets que nous finançons. Nous publions l'intégralité des projets que nous finançons, donc on est les seuls à le faire en France. Alors, Monsieur Pastré, tout à l'heure, vous disiez il faudrait 1000 nefs. Je vous l'accorde. Il faudrait effectivement 1000 nefs. Nous sommes aujourd'hui petits dans le monde bancaire, nous sommes même microscopiques, c'est tout à fait clair, mais nous sommes très L'échelle, contraints. c'est quoi l'échelle? Aujourd'hui, on a un total de bilan de l'ordre de 500 millions d'euros, donc c'est absolument ridicule. Mais si on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, sur la finance éthique et sur les banques éthiques, qui sont fondées exactement de la même façon que nous, vous multipliez ces chiffres-là avec plusieurs zéros. La plus grosse banque éthique en Europe, qui n'est pas française, elle est hollandaise, elle fait... Rabobank. Non, 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 Et non non, c'est Triodos. Triodos, c'est 6-7 milliards d'euros. Elle n'a que 20 ans, Triodos. Vous dites que 25 c'est un ans. mouvement qui est en train de se C'est développer. un mouvement qui se développe très vite, qui aujourd'hui en France n'a pas pris l'ampleur qu'il doit prendre. Et si ça ne le prend pas en France, soit par des banques qui se développent sur ce secteur-là comme nous, ou des banques qui vont vers ce secteur-là, j'espère qu'il y en aura, eh bien ça arrivera de l'Europe, ça arrivera effectivement de Hollande, ça arrivera de Belgique, ça arrivera d'Allemagne, ça arrivera d'Italie. Tous ces pays Et sont pour dotés vous, on aujourd'hui vous de banques éthiques. refuse actuellement le statut de banque à plein temps. Aujourd'hui, effectivement, Parce que nous n'avons pas l'agrément de banque de plein exercice pour une raison, parce que nous avons une tradition, on va dire, en matière de réglementation bancaire qui est peut-être fortement orale en France. Quand nous regardons la façon dont nous sommes régulés exactement comme une banque, par BAL 2, demain par BAL 3, la CRD 4, avec exactement les mêmes contraintes. Notre ratio de solvabilité, pour parler à des professionnels, est de 18%, je ne vous fais pas un dessin, et notre ratio de liquidité, on est largement au-dessus des stress tests, y compris de CRD4, LCR, etc. Excusez-moi, mais bon, sur le fonctionnement, vous dites c'est simple, mais vous prêtez l'argent qu'on vous prête? Nous prêtons l'argent Enfin, qu'on que vous confie. nos épargnants nous confient, effectivement. C'est le système aussi simple Et que stop. ça. Oui. Ah, vous n'allez pas chercher de l'argent ailleurs, etc. Absolument pas. Et vous n'allez pas sur les marchés, Absolument pas. vous ne spéculez pas du tout. Absolument pas. Vous n'exercez pas du tout cette activité-là. Rien. Votre Voilà. rentabilité se fait uniquement par les prêts que vous faites. Oui. Alors, société dans les paradis fiscaux. Non, D'accord. sauf que dans le reportage, il est dit par je ne sais plus qui que l'argent que vous ne prêtez pas et que vous avez en trésorerie, vous êtes obligé de la placer Oui. et vous savez pas très bien où ça va, Oui. directement ou Ah, indirectement. faut le placer quand même. Je ferme la parenthèse. Est-ce que je peux juste revenir sur un point quand vous avez parlé de banque hollandaise, j'ai dit Rabobank parce que Rabobank, vous en êtes d'accord, c'est une banque mutualiste, donc Oui. il y a quelque part les mêmes principes que vous. Moi, ce que
je dis, multiplions les nefs. Je suis pas sûr que ça se fera aussi vite que vous le souhaitez, qu'à la limite je le souhaite, mais surtout faisons en sorte que les banques mutualistes, donc qui ont a priori les mêmes principes que vous, soient un peu plus mutualistes et se rapprochent de la compréhension de leur clientèle. Alors sinon on n'y arrivera pas, ou alors on y arrivera dans 40 ans. Je vous propose de revoir un deuxième extrait du documentaire de Valérie Donnel. Cette fois, c'est un chef d'entreprise qui nous raconte un petit peu sa stupéfaction quand il a vu justement les subprimes et ce que ça voulait dire de ce système-là. Il y a toujours une relation à l'argent qui est un peu spéciale. Ça m'a surpris en 2008 quand j'ai vu arriver ce problème de subprime. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Les responsables des banques ne comprennent rien aux produits qui vendent à leurs clients. Et moi, ça, je trouve ça consternant parce que moi, tous les produits qu'on vend dans l'entreprise à nos clients, moi, il faut que je les comprenne. Il ne s'agit pas que je les comprenne dans le détail, mais je comprends ce qu'on vend. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une des banques qui me demandait donc le bilan d'Alter Horizon, et je me disais, s'il y en a quelqu'un qui doit demander le bilan actuellement, vu la banque dont il s'agit, ce serait plutôt moi qui devrais demander le bilan pour être assuré un peu de... voilà, c'est ça, et de la pérennité de la banque. C'est un bon conseil qu'on peut donner aux gens. La prochaine fois que vous allez emprunter dans votre banque, dites-leur, montrez-moi votre bilan un peu, pour que je puisse choisir ou pas d'emprunter chez vous. Monsieur Bocquet, cette nef, c'est quoi? C'est l'exemplarité, la probité, la virginité. Une expérience à populariser sans doute, à développer. J'entendais le bilan 500 millions, vous dites. Quand on met ça en face du bilan de la BNP Paribas, 2000 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB de la France. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a 2000 milliards d'euros? Ça veut dire qu'elle brasse tout confondu, 2000 milliards? tous les actifs, etc. Elle a à son actif, à son bilan, elle a à son bilan 2000 milliards d'euros. C'est le PIB de la France. Et le bilan cumulé des banques françaises, c'est 4 à 5 fois le PIB de la France. Alors, c'est peut-être pas la nef qui est trop petite, c'est peut-être les autres qui sont devenues trop grosses. Et on a même inventé chez les financiers ce concept du too big to fail, ce qui fait qu'elles sont tellement grosses, ces banques, que si on les laisse tomber, c'est tout le système financier mondial qui s'écroule. Là, c'est la peur qu'on a eue avec les subprimes. Voilà. Alors, c'est pas un problème de taille, c'est un problème de fonction dans la société, la finance, je crois. Tout à fait, c'est ce qu'on disait. Mais faire leur métier, c'est quoi? C'est financer l'économie réelle, comme disait Olivier tout à l'heure. Concrètement, ça veut dire donner les moyens de financement. Alors, vous savez, moi, je suis pas quelqu'un de théorique. C'est simple. Les Allemands, les banques allemandes ont financé l'économie réelle. Il y a 50% de plus de brevets en Allemagne qu'en France. Bah oui, parce qu'un chef d'entreprise, c'est des moyens à l'origine. Une idée, ensuite il cherche des moyens et ensuite il y a un salarié. Donc là, nous sommes devant un système financier qui trop gros, trop artificiel, essayant de trouver des profitabilités là où il pouvait, disant qu'il n'y avait plus assez de profitabilité sur les taux d'intérêt qui avaient trop baissé, que ça ne permettait plus d'avoir 13% par an. C'est la folie qu'on a beaucoup dénoncée après les subprimes, de cette financiarisation de l'économie, et qui continue. Oui, on n'a pas corrigé. Concrètement, sur le fond, ça n'a pas beaucoup changé. On a mis des cotères, un peu de cataplasme, mais sur le fond, vous avez quand même l'un des établissements spécialisés dans le financement de l'immobilier sous contrôle d'État qui est allé placer 2 milliards d'euros en Grèce à une époque. Attendez, tous ces fonds devraient être utilisés pour le financement de l'immobilier en France. C'est ça sa fonction, c'est son objet. Comment ça on veut en dire est qu'on arrivé place là à l'extérieur, on fait de la spéculation et dans le même temps on refuse des prêts en France? Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est ce que certains ont pu dire et c'est tout à fait ce qu'on constate. Régression de la masse des crédits. Deuxièmement, certains voient qu'il y a eu des niches aussi, parce que les taux d'intérêt, les taux de refinancement des banques, le coût de l'argent pour elles, eh bien, a baissé énormément. Elles n'ont pas imputé véritablement sur la clientèle une baisse significative équivalente. Donc là, on peut se dire que se joue un peu comme les saprofites, vous savez, comme finalement le gui sur la branche du chêne. Hein. Ça pompe. Et derrière, ça crée une économie. Comment ça se fait que les banques françaises aient plus quand même de filiales offshore que les banques britanniques? Dans tous les paradis fiscaux, etc. Qui sont déjà elles en ont toutes, hein. Olivier Pastré, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça? Non, mais je ne sais pas que je suis ni d'accord ni pas d'accord. Je cherche des solutions à la situation actuelle. Et sur la situation actuelle, je crois qu'on est tous, on devrait pouvoir se mettre d'accord. Je ne crois pas qu'il y a des méchantes banques qui spéculent. Spéculer, je ne sais pas ce que c'est. Je veux bien qu'on essaie de savoir ce que c'est, qu'on essaie de préciser, qu'on essaie de mieux encadrer, mais reconnaissez, puisque vous connaissez bien le secteur bancaire, que c'est plus facile à dire, à énoncer, qu'à regarder dans le détail. Ça nous a coûté combien les affaires bancaires, la façon quand il a fallu les renflouer? Ça nous a coûté combien, nous? Quelles affaires bancaires? Quand il y a eu cette crise des subprimes, quand les banques ont été en difficulté, qu'il a fallu que la France, l'Europe, les États-Unis payent.
Je vais prendre un chiffre. Quand il y a eu la crise bancaire en 2009, après la faillite de Lehman Brothers, le gouvernement français a octroyé 360 milliards d'euros d'aide au secteur bancaire. Et à ce moment-là, le Premier ministre de l'époque, M. Fillon, est arrivé sur le plateau de télévision en disant nous allons donner, il n'a pas dit donner heureusement, 360 milliards. Les Français ne peuvent pas comprendre ça. Sur les 360 milliards, il y en avait 320 qui étaient des crédits au jour le jour, 40 qui étaient des crédits à long terme qui ont tous été remboursés et l'État français a gagné 2 milliards sur l'opération. Et il y a eu, sur les 360, 2 milliards qui ont été investis dans Dexia et qui sont malheureusement partiellement perdus. Je cite cet exemple parce que ça montre bien qu'on parle des banques comme ça en l'air. Ce qu'il faut regarder, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est regarder les problèmes concrets. Vous parliez de problèmes concrets. Il y a un problème concret en France aujourd'hui, c'est l'exclusion bancaire. L'exclusion bancaire qui a deux dimensions. Un, l'accès au crédit. Deux, le surendettement. C'est les deux faces de la même médaille. Regardons ce sujet-là. Essayons de le traiter. Obligeons les banques à affronter ce problème. Monsieur Bocquet, est-ce qu'on a tiré à peu près les enseignements de ce qu'a été cette crise des subprimes, crise bancaire, qui s'est transformée en crise de la dette des États, puis après en crise économique dans laquelle on est aujourd'hui, avec du chômage qui a augmenté. Quand on dit que ça ne coûte rien, si j'ai bien compris, ça a déclenché des crises en cascade et une panade dans laquelle on est aujourd'hui. Enfin, si j'ai bien compris. Non, c'est ça? Oui, mais j'ai le sentiment que les leçons n'ont pas été tirées. Je veux dire, les débats qu'il y a pu y avoir ici au Sénat et qui ont eu lieu également à l'Assemblée nationale sur la loi de séparation des activités bancaires. Alors ça, c'était François Hollande qui avait dit mon ennemi, c'est la finance, voilà, le Bourget, qui avait dit Bourget, il faut séparer les activités de banque de dépôt et les activités spéculatives. Voilà. Ça a été fait, ça n'a pas été fait? Non. Le PDG de la Société Générale, auditionné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale en février, au moment de la préparation du texte, a dit aux députés médusés votre loi bancaire va encadrer 1 ou 2% de mon activité. Alors, inutile de vous dire que ça a provoqué une certaine surprise quand même, mais le bilan du bilan, c'est cela, effectivement. Que 98% de son activité ne va pas être impactée par cette loi qui est censée... Parce que quoi, on a été petits bras, on n'a pas fait cette séparation? Même la Cité est allée plus loin que nous, même les Américains sont allés plus loin que nous, et l'Europe aussi. Nous, on est les plus mauvais élèves en matière de finances là-dessus, sur la régulation. Attendez, Jean-Marc Devenny. Sur la problématique bancaire, vous soulevez le problème de l'exclusion bancaire. Oui, c'est un problème, il faut qu'on s'en occupe. Mais pour moi, la vraie problématique bancaire, c'est le financement de l'économie, le financement des PME. Tout à l'heure, vous disiez, monsieur, qu'en Allemagne, effectivement, beaucoup plus de PME, beaucoup plus de brevets. Combien y a-t-il de banques indépendantes en Allemagne? Plusieurs centaines. Combien y en a-t-il en France? 5. 6 avec la banque postale. Non, mais ça n'est pas. Non, mais ça n'est pas étranger. Le bancaire allemand, vous êtes deux à l'admirer. Quand vous regardez. Non. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mais la fugue en Allemagne a disparu. Tellement il y avait peu de contentieux, pas assez de contentieux. Non, le financement des collectivités locales en Allemagne, c'est encore pire qu'en France, parce que les banques régionales allemandes se sont politisées et ont financé absolument n'importe quoi. Donc arrêtons de considérer que c'est un modèle. Parlons du financement des entreprises. Parlons du financement des entreprises. Aujourd'hui, moi, c'est tous les jours, et là encore aujourd'hui, quelqu'un me disait, mais heureusement qu'il y a des établissements en France, alors peut-être comme la Nef ou d'autres, mais d'autres qui viennent d'ailleurs en Europe, qui commencent à financer des entreprises françaises en France ou des collectivités, parce qu'elles ne trouvent plus de financement. Donc les banques ne font pas leur boulot. Je pense qu'il y a un certain nombre qui sont revenus sur leur métier pour effectivement refaire ce boulot, mais je pense qu'il n'y a pas un niveau de transparence suffisant pour vraiment comprendre où va l'argent. On citait des chiffres, monsieur le sénateur, vous citiez le montant de bilan d'une grande banque, mais prenons le montant des dépôts qui sont dans les banques, dans les bilans des banques, et qui sont hors contrôle. Hein. Je ne parle pas des OPCVM. Hors contrôle, ça veut dire quoi? Hors contrôle, je vais vous le dire tout de suite. Vous avez les dépôts, tout ce qui est dépôt à vue, tout ce qui est compte à terme, tout ce qui est bon de caisse, tout ce qui est dans le bilan des banques. Hein, cet argent-là est utilisé par les banques en donnant une seule information sur cet argent-là. Combien il vous rapporte? Moi, j'appelle ça la mouletta. Hein. On vous montre ce qui excite, mais on vous cache derrière ce qu'il en advient. C'est 2200 milliards d'euros qui sont dans les bilans des banques françaises, et on sait pas dont ce qu'elles elles en font exactement ce qu'elles veulent. Elles ne rendent de compte à personne sur 2200 milliards. Sinon, à leurs milliards. clients, en rémunérant ces dépôts-là, j'imagine. Rendre des comptes en disant voilà combien ça vous rapporte, c'est rendre des comptes sur combien ça vous rapporte. Mais c'est tout. À quoi ça a servi? Est-ce que ça a servi à délocaliser votre emploi? Peut-être, mais je ne vous le dirai pas. Est-ce que ça a servi à financer quelque chose contre lequel vous êtes viscéralement? Peut-être, mais je ne vous le dirai pas. Vous nous dites qu'il ne peut pas y avoir de politique économique
de ce point de vue-là, parce que ce sont les banques en fait qui font leur politique elles-mêmes sans aucun contrôle. C'est un peu ça. Vous nous dites. Elles ont la puissance pour faire la politique qu'elles veulent. Est-ce que vous demandez à Danone comment sont fabriqués ces pots de yaourt? La réponse est non. Autour de cette table, on est d'accord pour dire que la banque, laissez-moi finir, pour dire que la banque ne fonctionne pas bien et qu'elle ne finance pas bien l'économie. Quand vous regardez les chiffres, il faut quand même aussi regarder les chiffres. Quand vous regardez les chiffres, globalement, les banques françaises, contrairement à d'autres, ont des encours de crédit aux entreprises qui augmentent d'année en année. Par ailleurs, il y a des catégories d'entreprises qui ne sont absolument pas financées. Il y en a 3 catégories: les entreprises en création, les entreprises dans le secteur de nouvelles technologies et les entreprises dans le secteur de l'immatériel. Vous trouvez globalement que les banques font leur boulot et financent l'économie? Je ne trouve pas que... Je vous cite des chiffres globaux et je pense que les banques ne financent pas assez les PME. Mais il ne faut pas non plus dire qu'elles financent absolument plus les PME. Quand on regarde, c'est quelques catégories d'entreprises qui sont très mal financées et pour lesquelles il faut évidemment faire des réformes et obliger les banques à faire leur boulot. Je suis sur ce plan-là d'accord avec vous. Qu'on a vu à l'occasion des subprimes, qui ont été dénoncés, qui ont choqué l'opinion, qui ont choqué les banquiers. Est-ce qu'on est sorti de ces excès? Est-ce que maintenant, les banquiers ne s'amusent plus à spéculer sur des marchés financiers avec l'argent qu'on leur prête? Écoutez, est-ce qu'on est sorti des paradis fiscaux? En 2009, on a décrété la fin des paradis fiscaux et j'entends aujourd'hui que le nombre de filiales des banques françaises dans les paradis fiscaux ne fait que croître et embellir. Donc il faut s'attaquer par des décisions concrètes et politiques. Il faut que le politique reprenne la main dans l'affaire. Mais le politique dans l'intérêt des gens. Pas par esprit partisan étroit, l'intérêt des gens. Je veux dire, le poids de la finance, c'est pas comme Danone. Hein. Quand la finance fait des dégâts, ça fait des dégâts pour beaucoup de monde, pour des millions de gens qui perdent leur maison, qui perdent leur emploi. Vous dites le politique, vous venez de dire tout à l'heure que sur cette loi de séparation des activités de dépôt et de spéculation, vous ne l'aviez pas fait. Vous, les politiques, vous annoncez une grande loi. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas voté cette loi, nous, parce qu'elle ne va pas assez loin. Vous, les communistes? Absolument. Il y a aussi une autre chose, puisqu'on parle du politique, il faut aussi que la fiscalité s'en mêle. Actuellement, la défiscalisation essentiellement favorise le marché financier secondaire, c'est-à-dire les valeurs d'occasion. Vous avez intérêt à acheter une vieille valeur, une valeur déjà qu'on trouve sur le marché, prenons Michelin, Danone ou autre, peu importe, ça ne rajoutera pas un boulon à Michelin ni à Danone. Donc il faut que l'on change totalement aussi l'approche disons par le politique, des avantages fiscaux. Il faut favoriser les investissements. Le marché vous pousse à spéculer sur des vieilles actions. Oui, qui rapportent rien à l'économie directement, disons, au premier degré. Et donc, il faudrait qu'on ait des règles, des lois qui permettent de donner une carotte fiscale, puisque c'est ça le principe, puisqu'on parle du politique, afin que les investissements, l'épargne, aillent sur des investissements directs dans l'entreprise. Il y a quand même un gouffre. Nous, nos banques, quand elles prêtent 100, elles ont 80 en caisse. C'était ça il y a 2 ans. Je parle sous le contrôle d'Olivier Pastré. Alors qu'aux États-Unis, une banque a 120 et elle prête 100. Donc elle a 120 en caisse, elle prête 100. Il y a une fragilisation qui est totalement différente. Et qu'on prête plus que ce qu'on a. Disons qu'il y a, et nous avons eu Dexia qui a prêté avec, disons, qui se finançait à court terme. Vous avez eu le Crédit Immobilier de France et autres qui se financent sur des crédits à court terme. Rien, parce que vous nous dites que les banques ne prêtent pas assez et que leur pognon, c'est pas où elles en prêtent quand même, elles ont pas fermé boutique. Et qu'elles prêtent plus que ce qu'elles ont. Non, mais oui, voilà, c'est l'une des fragilités du système. Le banquier vous expliquerait qu'il est... à quoi? Non, mais elle prête aux États. Là où il y a une confusion, mais c'est pas du tout vous qui l'avez introduit. Et les banques collectent des dépôts et font des crédits. Mais entre-temps, elles vont sur les marchés, à la fois pour emprunter de l'argent pour certains projets et pour investir dans d'autres projets. C'est effectivement un magma. Et vous disiez, est-ce qu'on a arrêté? Bien, est-ce que c'est mieux que les subprimes? Est-ce qu'il aurait fallu bien sûr que non. les activités? Mais non. Attendez, ça c'est une idée de spéculation et de gestion des dépôts. Démagogique au sens où, virgule, si je peux finir ma phrase, au sens où la réalité fait que c'est extraordinairement difficile, d'une part, et deuxièmement, c'est pas forcément bien. Je ne sais pas qui d'entre vous citait le président de la Société Générale qui avait dit que c'est pas parce que le président de la Société Générale est débile et a fait une réponse débile que là... Non, attendez, je suis désolé. Il a dit une chose qui a été mal reproduite. Il a dit que la loi qui avait été votée allait impacter son activité à 2%. Mais non, absolument pas. Il a dit qu'il avait les activités de prop trading, c'est-à-dire d'intervention sur les marchés pour compte propre, qui représentaient 20% il y a quelques années, est ramené maintenant à 2%. Mais la loi bancaire qui va être, j'espère, appliquée, ne couvre pas que ce point-là. Donc là-dessus, je veux dire, il n'y a pas photo. Je pense que la loi bancaire française a le mérite d'exister. On aurait pu l'améliorer, on peut encore l'améliorer dans le futur. Alors, je vous propose un troisième extrait qui concerne donc ce qui se passe chez vous. Une
salarié de la nef qui raconte un petit peu sa vue des choses et notamment cette perception qu'elle a de cette cupidité qui nous entoure. Il y a quelque chose pour lequel je ne souhaite pas du coup déroger, c'est le fait que l'investissement, ça mérite une rémunération, le capital mérite une rémunération et qu'on souhaite être rémunéré du risque qu'on prend, ça me paraît être quelque chose de naturel. Et je ne suis pas du tout contre le côté capitalistique et c'est nécessaire à la survie de notre société. Par contre, ne penser que taux d'intérêt sans se poser la question de comment il est formé et de pourquoi il arrive comme ça et surtout il m'en faut un le plus haut possible, le plus vite possible. Si on peut définir ça comme la cupidité, effectivement, c'est le mal de notre société, quoi. Enfin, pour celui qu'on vit au quotidien au niveau de la nef, en tout cas, c'est celui qu'on souhaite combattre, ça c'est clair. Alors, la cupidité, le grand mot est lâché. Vous dites il fallait pas séparer les activités des banques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille un peu mieux ? Non mais... Moi je pense qu'il faut, je crois que monsieur l'a évoqué ce point, il faut d'abord un peu de démocratie dans l'affaire et de la transparence. Voilà. L'utilité de l'argent et de la finance pour l'économie, elle ne peut être décidée et accompagnée que, y compris par les salariés d'une banque. Vous savez, les experts indépendants qui savent tout mieux que les autres, on voit ce que ça a amené quand même. Je pense qu'il faut remettre de la démocratie, de la transparence et de l'intérêt général dans l'affaire. Je pense que ces trois axes-là pourraient... Mais comment on le fait, avec quelle moyen de pression, puisque les banques ont l'air plus puissantes que les États. Elles brassent plus d'argent que les États. Oui, parce que c'est elles qui prêtent. C'est les marchés financiers qui financent les États aujourd'hui. Est-ce qu'on ne marche pas un peu à l'envers, là ? Donc reprendre la main, vous dites reprendre la main. Reprendre la main, que les citoyens déposants, clients des banques reprennent la main, parce que cet argent que les banques utilisent leur appartient pas. Il appartient pas aux banques cet argent, il appartient aux clients qui déposent, qui pendant un certain temps laissent cet argent aux banques et leur délèguent leur pouvoir d'en faire ce qu'ils veulent. Délègue le pouvoir. Donc, délègue le pouvoir. Vous voudriez quoi, que j'aille voir mon banquier, je dise montrez-moi à qui vous prêtez mon argent. Quand on délègue, on rend des comptes. Pourquoi pas? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font toutes les banques éthiques. C'est ce qu'on appelle la transparence. C'est ce qu'on appelle la transparence. On la demande aux géopolitiques, il faut demander aux L'autre banquiers. volet, c'est peut-être rappeler qu'ils sont des commerçants. Quand ça va pas bien, un commerçant, il dépose son bilan. Nous sommes protégés en tant que déposants. Donc, de toute façon, Natixis n'aurait pas entraîné BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne quand même dans une drôle de situation. Natixis aux États-Unis, ça s'appelait Lehman Brothers, ça a déposé son bilan pour avoir fait une Et tant pis pour les gens qui ont mis l'argent dans ces banques-là. Parce que là, c'est des épargnants. Les épargnants sont couverts. Quand vous avez fait des dépôts jusqu'à 100 000 euros, vous êtes couverts. Vous le savez. Alors, faites donc des petits l'État pas. assure cette couverture-là. Oui, on peut le dire comme ça. C'est un peu plus compliqué, mais ça revient à ça. Et le reste, tant pis pour la banque. Voilà, tant pis pour la banque, parce que ces commerçants, que font-ils? Du chantage. Que s'est-il passé en 2009? C'est pour ça qu'il y a une loi de séparation quand même, qu'on a tenté de faire. C'est de dire, mais attendez, on va séparer le dépôt, la banque de dépôt de la banque d'investissement. Pourquoi? Parce que le banquier, quand il faisait de mauvaises affaires, et on l'a vu sur les marchés financiers, disait aux États, soutenez-nous, sinon nous on ferme tout. C'est du chantage. Sinon, nous, notre banque de détail, on ferme les guichets, vous allez voir. Pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'il y a du courage politique qui n'est pas toujours au rendez-vous. On a eu un discours d'un Nicolas Sarkozy qui était hyper transparent là-dessus, la radiographie était bonne, Sarkozy, le diagnostic, et sauf Hollande, que c'est pas pareil. allé. Et Hollande a remis le couvert dans le même état, c'est-à-dire chaque fois on fait un diagnostic et on ne va pas jusqu'au bout. Par exemple, les paradis fiscaux, nous sommes tout à fait dans cette hypothèse-là. Mais pourquoi? Parce qu'on a peur des banques? Oui, attendez. Parce qu'ils ont un pouvoir. Alors il y a un double jeu. Et Olivier l'indiquait, il n'y a pas un double jeu qui serait félon. Non, c'est que, par exemple, vous avez des clients, des gros comptes qui sont en contact avec la Chine et les Chinois demandent de passer par des comptes offshore. Ok, là, on pourrait mettre. Mais chaque fois, c'est parce que la loi veut tout régenter de manière simpliste. Il faut faire un certain nombre de nuances. C'est vrai. Mais nous, en France, vous savez, nous sommes le seul pays de l'Union européenne, parce que vous parliez de la dépendance quand même indirectement des usagers face aux banques. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne et du monde à avoir l'obligation de disposer d'un compte bancaire pour toucher nos salaires, nos traitements. Là, c'est depuis 1977. Qui assoit justement cette capacité d'agir des établissements. Donc il faut revenir là-dessus. Attendez, on n'est pas, je n'y peux rien, la perfection n'est pas de ce monde. Je prends l'exemple des paradis fiscaux, qui est un sujet qui indirectement concerne aussi l'émission, indirectement. Et la transparence, c'est la solution, on est d'accord là-dessus. Sur les paradis fiscaux, en 2009, on a fait, parce qu'on a eu peur à la suite de la faillite de Lehman Brothers, on a pris
pris un certain nombre de dispositions. Et à l'époque, je me rappelle avoir discuté avec Van Ruymbeck, qui est quand même pas le plus favorable aux paradis fiscaux, le juge le plus favorable aux paradis fiscaux qui existe. Et il considérait qu'il y avait des progrès qui ont été faits. Quand on a regardé dans la réalité, ces progrès sont insuffisants. Aujourd'hui, on est en train d'en rajouter une couche et le G20 est en train d'essayer de faire un pas en avant. Mais attention, si les Français sont seuls à faire des choses dans ce domaine-là, si les Européens sont seuls à faire des choses dans ce domaine-là, vous le savez très bien, à ce moment-là, on va se faire avoir par de la concurrence mondiale. Voilà. Donc, en matière de régulation, moi je suis pour plus de régulation bancaire dans un certain nombre de domaines, mais simplement faisons qu'elle soit collective. Quand on s'impose BAL 3, dont vous avez parlé, qui pénalise le financement des PME, et que les Américains disent ah oui BAL 3 c'est vachement bien, vous l'appliquez, nous on l'applique pas. Il faut réfléchir. BAL 3, il y a eu BAL 1, il y a eu BAL 2, BAL 3, c'est des règles, c'est des ratios de contrôle qui en gros dit si vous avez 1 d'argent à vous, vous avez le droit de prêter 25 ou 32. Minimum de liquidité, il faut avoir un minimum de fonds propres, d'argent dans ces caisses. Ça a été renégocié à chaque fois dans ces différents BAL. Et BAL, c'est le siège de la Banque des règlements internationaux. Ça c'est signé. Est-ce que vous croyez à une économie, une banque solidaire au niveau européen? Est-ce que vous pensez que la solution peut passer par là, par une espèce de fédération de toutes ces petites banques-là? Absolument, ça doit se jouer au niveau européen. Niveau français, vous le disiez, pour d'autres raisons, tout seul en France, on n'arrivera pas à grand-chose. Le niveau qui est pertinent aujourd'hui, c'est évidemment le niveau européen. Donc ça peut passer par le niveau européen. Et sur les paradis fiscaux, les efforts qu'on fait, la loi bancaire, etc., je témoignerai juste de 2 petits exemples très concrets. Il nous reste 2 minutes. Vous avez une réglementation qui nous incite, nous banquiers, à lutter contre le blanchiment de l'argent et l'évasion fiscale, et vous avez des recommandations d'application de cette loi. Vous avez une première recommandation qui dit vous avez un virement en provenance d'un pays listé sur la liste noire, il faut avoir une vigilance renforcée. Mais on plaisante, c'est pas une vigilance renforcée, c'est on n'accepte pas le virement, point. Et vous avez une deuxième chose qui vous dit le fait de disposer d'un établissement dans un paradis fiscal n'est pas, a priori, une prédisposition à l'évasion fiscale. Mais de qui se moque-t-on ? Ça finance l'économie des îles Caïmans. Une conclusion, M. Bocquet? Non, mais je crois qu'il suffirait d'interroger nos amis chypriotes, grecs, espagnols, irlandais sur l'idée d'une finance comme celle-ci. Je pense que tout le monde approuverait des 2 mains. Il y a quand même des gros intérêts en jeu, et si ces paradis existent, c'est parce qu'on y fait beaucoup d'argent. Oui, mais dans l'intérêt de qui? Pas des peuples, pas des gens. Il y a peut-être un petit bémol à l'expérience comme celle du CCSN, du Crédit Social des Fonctionnaires, le vôtre, l'expérience de la NEF, c'est que c'est une question de taille. On peut être encore humain quand on a une petite taille. Si vous grossissez, il faudra sauver l'âme. Et ça, c'est une autre affaire, parce que je pense que, on a tous des petites casseroles qui peuvent arriver, elles existent même dans vos présents. Mais il y a sans aucun doute, quand on entend l'employé parler avec son cœur, avec son engagement, avoir ça sur des milliers d'employés, ça devient déjà plus difficile. Il est plus facile sur quelques dizaines. Donc là, je dirais avoir à l'avenir, non point avec réserve, mais avec espérance. Mais est-ce qu'on peut... Juste une question. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'un des enjeux majeurs, c'est d'obliger les banques mutualistes à être mutualistes? Et si on faisait ça... Vous répondez par oui ou par non? On dit oui? Dites oui, dites oui. Bon, c'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir un petit peu éclairé sur ce fonctionnement de la Banque mondiale. C'est compliqué à chaque fois et j'ai compris, si je vous ai bien suivi, qu'il fallait mieux des petites banques que des trop grosses, qui sont trop puissantes après et qu'on a du mal à contrôler. Merci à Aurélie Dafaz d'avoir préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse mail si vous voulez nous écrire. Je vous dis que la semaine prochaine, vous verrez un documentaire sur Churchill, puisqu'on est du côté du 8 mai 45, ça ne vous rappelle rien, une petite fin de guerre, Seconde Guerre mondiale. Dans 15 jours, on parlera des entrepreneurs russes qui se trouvent emprisonnés, quelquefois pour des mauvaises raisons peut-être, ou des bonnes, je ne sais pas, on en parlera. Voilà, bonne semaine sur Public Sénat.